Bonjour à tous à nouveau pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, je pense que là, je vois encore pas mal de monde en train de se connecter. Ce que je vous propose, c'est qu'on va quand même commencer parce qu'il est 11h05. On va essayer de tenir le timing, hein. On a prévu une fin de ce webinaire pour 12h30. Donc, je vous propose qu'on démarre déjà par la petite introduction. La première chose, c'est que je vous informe que ce webinaire est enregistré. Bien sûr, un replay sera diffusé par la suite. Vous pourrez également poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, donc la conversation qui sera animée par Anne-Gaëlle, ma collègue ici présente. Je ne sais pas si vous la voyez. Salut Anne-Gaëlle. Et nos intervenants également ici présents essaieront d'y répondre au fur et à mesure. Et puis les questions qui n'auront pas trouvé de réponse, on essaiera éventuellement avec Anne-Gaëlle, sa petite synthèse entre chaque intervention, de les traiter en direct avec les intervenants. Et puis si on manque de temps, nos intervenants ont justement proposé de pouvoir les traiter a posteriori et elles vous seront envoyées s'il y a des réponses avec le compte-rendu. Donc, entre chaque intervention, on prendra 5 minutes pour répondre aux questions voilà, qui seront dans le chat. Alors, je vais partager mon écran pour lancer ce webinaire. Alors, donc, vous êtes bien au bon endroit. Aujourd'hui, c'est bien un rendez-vous R&D. Donc, on vous propose autour du Miscanthus. Alors déjà, avant de démarrer, je me présente. Donc, je suis Sandra Delaunay. Donc, je suis basée en Bretagne. Je suis chargée de mission transition agroécologique à TRAM. Alors, très rapidement, TRAM, c'est quoi? Ben, c'est une association nationale de développement agricole. Notre ADN, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est l'innovation collective en agriculture. En gros, à travers notre recherche-action, on accompagne les collectifs d'agriculteurs, mais aussi les acteurs de leur territoire dans leurs projets à travers 4 grandes entrées autour des transitions, qu'elles soient agroécologiques et climatiques ou encore alimentaires, et bien sûr aussi, et c'est très important, organisationnelles et humaines. Et on a également un volet valorisation des externalités positives en agriculture. Ce qu'il faut savoir, c'est que TRAM, c'est aussi un centre de formation. Nous formons les facilitateurs des transitions, donc que ce soit les animateurs, les conseillers, les élus, les responsables de collectifs, mais aussi parfois acteurs de l'enseignement et de la recherche. Et toutes nos ressources, ça c'est aussi intéressant, produites, sont aujourd'hui facilement accessibles en ligne via notre centre de ressources. Et je te propose, Anne-Gaëlle, peut-être de mettre le lien dans la conversation sur notre centre de ressources. Voilà, comme ça vous aurez tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos équipes sont réparties, il y a un pôle à Paris, mais sont également réparties en régions pour répondre et être au plus proche des besoins du terrain. Alors, nos réseaux adhérents aujourd'hui sont aussi bien des réseaux nationaux, comme les Houblonniers de France ou les Spiruliniers de France, par exemple, que des collectifs locaux, comme Carab et Canopée, qui est une association en Bretagne, ou encore la FRGDA Bourgogne-Franche-Comté. Alors, pour revenir sur nos rendez-vous R&D, alors, ces rendez-vous recherche et développement ont pour ambition d'explorer des thématiques innovantes pour nourrir la réflexion des actifs agricoles, mais aussi des acteurs de leur territoire. Donc, après avoir abordé des sujets comme par exemple les paiements pour services environnementaux, le marché carbone ou encore la haie ou la comptabilité multicapitaux, cette année, on souhaitait vous proposer de s'intéresser aux atouts et au développement de cultures qui ont de la ressource, donc le chanvre et le miscanthus, à travers ce cycle de 3 webinaires. En effet, pourquoi? Parce que face aux épisodes de sécheresse et de canicule, mais aussi l'évolution des régimes de précipitation qu'on vit tous, qu'on ressent tous, notamment l'été dernier, et à la multiplication des événements extrêmes qu'on voit se développer, il devient essentiel de repenser nos façons de faire. Et ces changements climatiques nous contraignent à évoluer et permettent de redécouvrir aussi des alternatives intéressantes aux cultures dites traditionnelles, que ce soit pour répondre à de nouveaux débouchés économiques, à des attentes sociétales et ou encore à des objectifs environnementaux. Donc c'est dans ce contexte qu'on a fait le choix de consacrer ce nouveau cycle de rendez-vous à ces cultures d'avenir, donc chanvre et miscanthus, qui trouvent toute leur place comme levier de la transition agroécologique. Et aujourd'hui, après un premier rendez-vous autour du super Captain Chanvre, avec nos intervenants, nous allons découvrir la super Miscanthus, dite encore herbe à éléphant.
Et c'est pour ça que dans un premier temps, nous allons pouvoir découvrir avec Jean, donc agriculteur et dirigeant de la société Miscanthus. Je veux bien que tu lèves la main, Jean, tu nous fasses un petit signe pour que les... Voilà, bienvenue Jean. Donc Jean, qui est agriculteur et dirigeant de la société Jean Zé Miscanthus, nous présentera cette plante, ses conditions de culture et ses atouts vis-à-vis des défis climatiques et écologiques actuels. Et puis il reviendra sur cette aventure humaine de Jean Zé Miscanthus et entrepreneuriale, sur les raisons qui l'ont conduit en tant qu'agriculteur à se lancer dans cette production. Puis son collègue Erwan, donc je ne sais pas si je te vois pas moi Erwan, mais voilà, Erwan présent. Donc lui abordera la question des usages et des débouchés économiques de cette super plante Miscanthus et nous partagera également les perspectives de développement, leur vision au sein de Jean Zé Miscanthus. Et enfin, pour compléter tout ça, ce super duo, nous aurons le témoignage de Benjamin, dirigeant de la société Relocalien. Benjamin, je te laisse. Voilà, super. Qui nous expliquera pourquoi et comment le développement de filières locales et structurées autour du miscanthus peut permettre de répondre aux besoins des territoires. Alors voilà, je pense que j'ai assez parlé. Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Jean, qui va pouvoir nous dire qui tu es, Jean, déjà, et comment tu en es venu à cultiver cette super miss. Et bien sûr, nous faire la présentation de cette super miss. Et puis surtout, on a hâte de connaître ses super pouvoirs. Donc, je vais départager mon écran. Tac, et je te laisse la main. Donc, vous voyez bien mon écran aussi? Non. Alors, ça arrive. Alors, par contre, on ne voit pas ta présentation. Ouais, super. Ça y est? Et vous m'entendez aussi? Bonjour à tous. Je m'appelle Jean Hérisset et je suis agriculteur en Bretagne depuis pas très longtemps. Et je vais vous parler un peu de la culture du miscanthus et de la démarche qui m'y a conduit. En fait, voilà. Notre histoire. En fait, en 2010, j'ai un projet de reprise de terre familiale et donc je m'intéresse à beaucoup de choses et donc je tombe sur le miscanthus qui saute tout de suite dans mon cerveau pour plein de raisons qu'on va voir par la suite. Donc en fait, pendant 8 ans, c'est un parcours du combattant pour m'installer, peu importe, et je crée la ferme sur 50 hectares en 2018 et j'implante tout de suite une parcelle de miscanthus pour faire des essais pour savoir si ça marche bien chez moi sur 2 hectares et demi. En 2020, j'ai ma première récolte et de 2020 à 2023, je vends mon miscanthus en vrac à des gros acteurs, mais en attendant, les choses mûrissent et je décide en 2023 de sauter le pas et de m'investir quasiment complètement dans cette culture. Donc, j'investis dans une chaîne de production d'ensachage, une chaîne de production de ballots de paille de miscanthus ou autres compressés et surtout dépoussiérés. Je recrute Erwan pour surtout la partie commercialisation et m'aider aussi à toutes les choses de la ferme. Et surtout, je crée Jean Zé Miscanthus en 2023. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le miscanthus? Ça, c'est la grande question. En fait, à l'origine, moi, j'avais une autre activité et en fait, la rentabilité du projet n'était pas vraiment l'objectif principal. Et en fait, j'ai vu avec le miscanthus la possibilité de renaturer un paysage grâce à une plante très sobre en intrants et en intervention mécanique, ça on le verra plus tard, offrant une couverture pour la faune et tout en promettant une forte production de biomasse et donc peut-être une rentabilité intéressante. Je cherchais aussi un marché de niche, quelque chose qui ne soit pas encore très développé, où on peut encore faire sa place, avec des débouchés multiples et qui soient des débouchés multiples locaux et respectueux de l'environnement. Et enfin, il fallait que cette culture soit adaptée à mes conditions pédoclimatiques. Et parce que surtout, j'ai récupéré beaucoup de terres de fond de vallée, des terres assez humides de chaque côté de la rivière, et qui sont normalement des terres destinées à des pâturages, ou en tout cas à l'élevage, ou au maïs, dans des cultures de printemps comme le maïs, qui rentrait pas du tout dans mon assolement, dans ma vision des choses.
Et il se trouve que le miscanthus, c'est très bien adapté à, pardon pour les bruits d'eau, c'est le film. Et le miscanthus est très bien adapté à ces terres assez lourdes et au climat de Bretagne. Donc, en fait, voilà, je me suis lancé. Je me suis lancé. Donc, je vais vous faire une petite description du miscanthus, assez rapide. C'est une graminée rhizomateuse pérenne, installée pour au moins 20 ans, dont on plante les rhizomes. Elle ne fait pas de graines parce qu'elle est stérile, c'est un hybride, ce qui permet d'éviter l'envahissement des parcelles autour. Et donc, elle fait des tiges. Les rhizomes développent des tiges qui ressemblent beaucoup au bambou, qui peuvent aller jusqu'à 3-4 mètres de haut, qui sont très dures et très rigides. Et puis, donc, au début, on en plante. Au début, en fait, ça fait une ou deux tiges, et puis au fur et à mesure des années, jusqu'à la maturité, vous pouvez avoir jusqu'à 150 tiges 150 tales par pied. Pour le cycle, c'est que les tiges sortent au printemps. Elles grandissent tout l'été. En septembre-octobre, elle fait des fleurs. Et puis après, elle sèche sur pied. Toutes les parties aériennes sèchent pendant l'hiver, surtout avec l'aide du gel. Et des nouvelles pousses ressortent directement au mois d'avril, avril-mai à peu près chez moi, directement sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Les tiges se composent. Il y a deux éléments en fait dans la tige, surtout qui sont intéressants. C'est la partie extérieure, le parenchyme, qui est très ligneux, le sclérenchyme, pardon, très ligneux, hydrophobe, et c'est ce qui procure au paillage et aux litières une longévité intéressante. Et l'intérieur de la tige, qui est une sorte de mousse très aérée, un peu comme la chêne mode de chanvre, et qui lui donne ses caractéristiques isolantes et absorbantes. Donc, bien implanté, une parcelle de miscanthus peut produire beaucoup de biomasse, 10 tonnes dans les terres assez pauvres, 15 tonnes à peu près chez moi, et ça peut être jusqu'à 20 tonnes si c'est particulièrement bien implanté. Et voilà. Donc, je vais vous présenter maintenant un peu la culture du miscanthus. On l'implante au printemps, au mois d'avril à juin à peu près. C'est la partie délicate, parce que pendant 2 ans, on va voir, c'est assez fragile. Et il faut l'assurer très précautionneusement pour éviter des rendements faibles ou même quasiment la disparition du miscanthus. Donc là, on doit préparer la terre minutieusement, un labour profond, une reprise de labour. Et les rhizomes sont plantés à 10 cm de profondeur avec une planteuse à pommes de terre, comme vous pouvez le voir sur l'écran, et à une densité d'à peu près 20 000 pieds par hectare. Les rhizomes se développent très lentement. Une ou deux tiges la première année, ou 3 ou 4, mais bon, pas beaucoup, et voire même pas du tout. Et parfois, c'est seulement la deuxième année, pour augmenter jusqu'à la maturité, je l'ai vu, jusqu'à 150-200 tiges par pied. Et la maturité est atteinte au bout de 5-6 ans. Et la parcelle produit au moins pendant 20 ans. Voilà. Pour la récolte, la première récolte se fait au bout de 2 ans. On a de 3 à 8 tonnes par hectare, selon les conditions d'implantation et les conditions de climat et tout comme ça. Elle a lieu au printemps, de mois de mars, on va dire, jusqu'à mai. Juste au moment où les nouvelles pousses commencent à sortir de terre et avant qu'elles gênent la récolte. Et le miscanthus, point très important, était récolté sec à la sortie d'hiver, directement avec une ensileuse à maïs. La période de récolte peut être assez compliquée, parce que le mois d'avril, parfois on a des mois d'avril très très humides, avril, mai, mars, très très humides. Et donc, il faut au moins une fenêtre ensoleillée d'1 semaine pour pouvoir rentrer dans les parcelles sans abîmer les parcelles, qui compromettraient la récolte future. Et puis surtout, on peut abîmer les nouvelles pousses si on arrive trop tard, ou même si les pousses sont trop élevées, en fait, on rajoute du verre, on va couper les nouvelles pousses et on rajoute du verre dans le sac, et c'est pas une bonne chose pour le conserver. Et donc, pour moi, c'est un des très gros avantages de cette plante de pouvoir la récolter sèche. Ça évite des dépenses énergétiques inutiles pour la sécher ou alors de la place. Je la rentre directement, immédiatement dans mon hangar après la récolte. Voilà pour à peu près la culture. Pour
Pour ce qui est des interventions sur le miscanthus, pendant sa vie, elles sont extrêmement réduites. Pour les herbicides, en fait, on l'a vu, les rhizomes se développent très lentement. Donc, en fait, il y a les 2 premières années qui sont cruciales. Et il faut absolument avoir une parcelle propre. Parce que si l'enherbement se produit, en fait, ça pénalise énormément le miscanthus. J'en ai fait les frais une année. Et donc, la plupart, comme les parcelles, l'implantation est très chère, voire 3 4 000 euros à l'hectare. En fait, la plupart des agriculteurs ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre de risques et à ce moment-là mettre disons les choses clairement, un coup de glyphosate pour calmer les mauvaises herbes et que le miscanthus prenne le dessus. On peut faire le désherbage en bio mécaniquement, mais c'est très hasardeux s'il faut le faire pendant 1 an, voire 2 ans, et qu'il y a des moments, des années où on ne peut pas rentrer dans les parcelles tellement c'est humide, et à ce moment-là, on ne peut pas désherber à la herséterie ou aux bineuses. Et moi, j'ai failli perdre justement 2,5 hectares ou 3 hectares une année parce que je ne pouvais pas désherber. Alors, pour les insecticides, pendant sa durée de vie, en fait, il n'a besoin d'aucun insecticide parce qu'il n'a pas de ravageur connu. Seulement à l'implantation, il faut éviter d'implanter le miscanthus dans des vieilles prairies où il y a du topin qui peuvent attaquer les rhizomes. Il y a des luttes biologiques et puis surtout, c'est les précédents, il ne faut pas l'installer après une prairie, en fait. Et si on fait ça, en fait, on a très peu de topin et en fait, le miscanthus lève très bien. La fertilisation, extrêmement peu de fertilisants. J'ai un peu d'expérience là-dedans. En fait, c'est le fait qu'il soit récolté sec pendant l'hiver. La plupart des éléments des tiges remigrent dans les rhizomes. Les feuilles tombent aussi en hiver. Et en fait, tout ça, les éléments retombent au sol pour la plupart. Et en fait, finalement, il y a très peu d'exportation. Il y a un peu d'azote, un peu de phosphore et un peu plus de potasse. Donc, il faut, théoriquement, on ne sait pas très bien, il faut apporter un petit peu de fertilisation. Personnellement, je récolte des parcelles qui ont 19 ans et pour lesquelles le propriétaire a mis une fois un peu de fertilisant et les rendements sont très stables, 10 à 11 tonnes par hectare, sachant que ces terres sont de toute manière sèches et peu profondes, donc il ne peut pas attendre un rendement monumental non plus. Voilà, et donc ça c'était pour la présentation de cette plante aux multiples qualités. Et donc je trouve qu'elle est tellement bien cette plante, est tellement sobre, est tellement économe, et tellement rentre dans un système vertueux, qu'en fait on a créé ce petit avatar, le Super Miscanthus, merci Noémie, et afin de personnaliser cette plante que je trouve personnellement super. Voilà. Et donc, il y a quelques études qui ont été menées. Et en plus de sa sobriété, de sa simplicité culturelle et sa forte production de biomasse, elle bénéficie en fait à tout un écosystème. Elle stocke du carbone dans les rhizomes et en matière organique dans le sol avec les feuilles qui tombent. Deuxièmement, elle améliore grandement les qualités physiques du sol. La perméabilité, un peu, pas tellement, mais un peu quand même. La structure du sol, le pH, et ça contribue à stocker l'eau, d'avoir une meilleure perméabilité, tout ça, ce qui amortit les inondations et les sécheresses. Elle fournit aussi un habitat à la faune sauvage. Ce n'est pas la priorité des agriculteurs en général, mais pour moi, c'était important. Et donc, vous avez plus de gibier, des oiseaux, des insectes. On ne met aucun produit, donc tout ça, tout prolifère très bien, sans abîmer le miscanthus. Et elle a des propriétés de captage et de dégradation de substances actives. Et c'est pour ça que en bord de rivière, pour moi, c'est une solution particulièrement adaptée parce qu'elle pompe en fait tous les éléments, elle les dégrade et puis donc c'est un filtre de l'eau qui va dans les rivières. Et c'est tout à fait favorable à toutes les espèces de batraciens, choses comme ça, des choses qui sont un peu fragiles. Et voilà, alors pour terminer, je ne pouvais pas parler de ce petit projet que m'a permis le miscanthus, que je n'aurais jamais pu faire avec des cultures classiques de céréales où il faut absolument semer droit, que les parcelles soient droites pour pouvoir intervenir tout au long de l'année, au millimètre près pour le semis et tout un tas de choses.
Mais par contre, avec le miscanthus, où on n'intervient qu'une seule fois par an pour la récolte, on se fiche de faire des détours dans la parcelle. Et donc, ça m'a permis de reméandrer la rivière sur plus de 2 kilomètres. Et c'est un projet qui me réjouit énormément parce que je vois l'évolution spectaculaire d'année en année. Et tout explose, les populations de poissons. Il y a eu des comptages qui sont faits après et avant, visiblement, c'est l'explosion. Il n'y avait pas une grenouille avant dans cette rivière, maintenant ça chante. Et j'ai même vu des bécassines de ma rivière, ce que je n'avais jamais vu avant. Voilà pour la présentation de ce Miscanthus. Voilà. Merci Jean. Je vous en Hop, prie. je remets ma caméra. Ce que je te propose, c'est de départager ton écran. On va peut-être faire le point sur les questions. Anne-Gaëlle, est-ce que tu as repéré des questions? Enfin, moi, j'en ai repéré, mais je te laisse la main et je compléterai si besoin. Qui sont Oui. dans le chat, qui n'ont pas eu de réponse. Bah oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui ont eu des réponses. Alors moi, à un moment, elles sont à couper, je suis désolée. Il y a une question sur la fonction fourragère du miscanthus. Je ne sais pas si tu y avais... Alors, la fonction fourragère du Miscanthus, c'est très peu appétant. Ah bah, il y a Erwan qui a... Ok. Pour les bovins, c'est très peu appétant. Justement, pour moi, ce qui est un avantage pour les litières, on verra, c'est Erwan qui vous racontera plus dessus. Mais effectivement, ça peut rentrer dans la ration des bovins et ça sèche un peu leur estomac et donc en fait ça rend leur digestion plus simple. Donc je crois avoir vu pas plus de 10% dans la ration et c'est pas sous forme brute, c'est sous forme de poudre ou de farine. Voilà, donc il y a un petit avantage aussi à mettre ça un peu dans la ration des bovins. Tout à fait. Et Benjamin a précisé effectivement que ça favorisait la rumination Voilà. également. Oui. Tout à fait, des bovins. Et il y avait une question donc, à laquelle tu as répondu dans ta présentation, fertilisation. mais pas complètement, qui était tant qu'on est dans l'implantation, y a-t-il besoin de labourer? Oui, ça c'est un petit fond. Moi, j'aimerais éviter de labourer, mais en fait, ça se plante à 10 centimètres de profondeur et il faut absolument pas de mauvaises herbes. Donc, le labour est une bonne manière d'enfouir les mauvaises herbes et de travailler la terre un peu sur 10 centimètres pour qu'il y ait un bon démarrage, en fait. Okay. Donc, mais une fois que c'est fait, c'est fini pour 20 ans aussi. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est un énorme avantage pour vous. Ok, merci Jean. Et il y a une dernière question, enfin il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Est-ce que c'est compatible avec une chaudière pour paille? Je pense que oui. Alors, je suis pas un expert, bien qu'on ait une chaudière effectivement à biomasse qui puisse manger théoriquement n'importe quoi, mais c'est pas vrai. Et en fait, le miscanthus brûle dans des chaudières un peu spéciales. Il faut changer les conduits de cheminée pour mettre des conduits en céramique et puis il faut pouvoir baisser un peu l'admission d'air comme ça, sinon le miscanthus brûle trop fort. Et moi, selon mon expérience, le miscanthus, ça brûle, mais ça abîme pas mal les tuyaux c'est assez corrosif. Et en fait, moi, je suis repassé au bois déchiqueté. En fait. Mais ça brûle dans les chaudières. Alors, à paille, exactement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça brûle normalement, théoriquement, dans les chaudières à biomasse. Ok, merci. Alors, toujours dans le même type. Donc, oui, il y a eu un complément par rapport à ta réponse. Il faut des chaudières à polycombustible, beaucoup de mâche fer. Beaucoup de mâche fer, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Peut-être on a encore une minute pour prendre une dernière question. Y a-t-il un risque de prolifération des rhizomes dans l'environnement par la voie aquatique? Non, les rhizomes sont à 10 centimètres. Il y a toujours des bandes enherbées de 10 mètres ou 5 mètres le long des rivières. Les rhizomes ne sortent pas de terre. Et puis, même s'il y a un rhizome qui sort, moi, j'ai eu de l'expérience. Et enfin, il y a un rhizome qui s'égare. Bon, il fait une plante de miscanthus, mais de toute manière, après, il s'arrête là. Et effectivement, le rhizome grandit, mais vous pouvez avoir une plante qui fait 50 cm à 1 mètre de diamètre, un truc comme ça, mais ça ne va pas proliférer plus que ça. Ok, super, merci Jean. Je vois que Benjamin vous a mis de la ressource dans la conversation, donc n'hésitez pas à regarder, qui est un exemple d'usage justement sur, alors j'ai peut-être mal expliqué, mais se chauffer au miscanthus. Voilà. Ok, donc je vois pas d'autres questions. Est-ce que tu en as repéré d'autres, toi, Si, il y en a Anne-Gaëlle? il y en a une qui vient d'arriver sur J'ai pourquoi pas- beaucoup de mâche fer? Parce que le miscanthus... Enfin, c'est une question. Est-ce que le miscanthus absorbe les polluants provenant des aménagements des routes?
Je crois que ça absorbe un peu les polluants, mais ça les dégrade. Mais surtout, en fait, le mâche-fer, ça vient surtout de la combustion. Vous avez un PCI supérieur à celui du bois. Et comme c'est très aéré, en fait, ça brûle très, très fort. Et je crois que c'est surtout dû à la combustion que ça produit beaucoup de mâche-fer. Et je pense aussi à la composition du miscanthus qui est plein de silice. Et la silice, bah, le verre, c'est de la silice et ça cristallise voilà, et ça colle. Et ça colle au combi. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des chaudières spéciales dont on peut régler les apports d'air et les apports de. Voilà. Ok, merci Jean. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va passer du champ au marché, finalement, avec Erwan, qui travaille également chez Jean Miscanthus. Alors, Erwan, je vais te laisser te présenter. Alors, je ne vais pas mettre ma slide de transfert parce que tu vas mettre directement ton PowerPoint, ce sera plus simple. Et puis, on a hâte de découvrir les principaux usages et débouchés économiques de cette super Miss et bien sûr d'avoir aussi votre retour d'expérience sur vos choix de valorisation et les perspectives de développement au sein de Jean Miscanthus. Du coup, je te passe la main, Erwan. Merci beaucoup. Bonjour, donc je me présente, Erwan Hamon. Je fais partie donc de l'entreprise de Jean Miscanthus depuis 2023, comme vous l'a présenté Jean. Et donc, mon rôle au sein de Jean Miscanthus, c'est la commercialisation de nos sacs de miscanthus. On valorise notre miscanthus en ballots de paille compressés et dépoussiérés. Donc, concrètement, mon travail il commence par la prospection et la recherche de nouveaux acheteurs potentiels. Et il se poursuit sur les différentes étapes de vente par un suivi et une bonne relation avec notre clientèle. Donc, je m'investis aussi dans la vie de l'entreprise au moment de la récolte, l'ensachage et la préparation des commandes aussi. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des différents débouchés qu'on va trouver sur la culture de miscanthus en général. Donc le premier débouché, ça va être le paillage, donc qui sert donc aussi bien pour les professionnels, les collectivités, les particuliers. Donc chez les professionnels, on va le retrouver souvent chez les pépiniéristes. On va le retrouver aussi chez les viticulteurs, puisqu'il sert aussi pour le paillage des vignes. Voilà, et dans tous les domaines des espaces verts. Voilà. Ensuite, on va parler donc du deuxième débouché qui est la litière animale, donc très utilisée aussi au niveau professionnel par les éleveurs bovins, dans le monde équin également, et aussi pour la production avicole. Donc ça, c'est chez les professionnels et on va retrouver cette litière aussi beaucoup chez les particuliers qui ont des animaux domestiques, puisque c'est une litière qui s'adapte à tout type d'animaux. Et enfin, on va retrouver en débouché pour l'énergie, comme on l'a dit tout à l'heure, donc il peut convenir pour des chaudières biomasse. Il y a des collectivités qui ont investi dans des systèmes de chaudières biomasse qui utilisent du miscanthus pour chauffer les bâtiments publics. On le retrouve également dans l'isolation, dans l'isolation pour l'éco-construction, dans différents procédés. Et également aussi dans le domaine de l'industrie, il est utilisé pour fabriquer des bioplastiques. Voilà pour les débouchés en règle générale pour la culture du miscanthus. Donc maintenant, je vais vous parler des débouchés qui nous concernent un peu plus, nous, chez Jean Miscanthus, qu'on exploite déjà. Donc, le paillis horticole. Donc, le paillage de miscanthus est un paillage très souple, bien aéré. Il est, donc, comme l'a dit Jean tout à l'heure, après les 2 premières années d'implantation, sans utilisation de produits phytosanitaires, ce qui permet de l'utiliser en agriculture biologique. Donc ça, c'est important. C'est un paillage qui possède un pH neutre, donc qui peut être vraiment appliqué dans différentes zones, que ce soit pour le potager, les massifs d'ornement, en arboriculture, enfin vraiment
divers endroits, il n'y a aucun problème. C'est un paillage qui se différencie par sa teneur en silice. Il a une forte teneur en silice et la silice, donc sous forme organique. Il y a des études qui ont été menées sur l'apport de silice sur les végétaux qui montrent en fait qu'il y a un renforcement cellulaire des plantes lors de leur croissance avec l'apport de silice. Et donc, on a remarqué notamment que c'est un paillage qui est très bon pour les rosiers, notamment pour se défendre contre les ravageurs et aussi contre les maladies fongiques. Donc, il y a vraiment un renforcement. Il a une très bonne tenue au vent. C'est un paillage qui tient très bien dans les zones où il est appliqué. Une fois qu'il a été mis en place, en fait, il suffit de bien l'humidifier de façon à ce qu'il reste stable et il ne bouge plus. Donc ça, c'est vraiment important aussi dans le choix d'un bon paillage. Il préserve donc des écarts de température, notamment du froid. Donc, il permet de conserver une température du sol assez, qu'elle ne soit pas trop négative. Et pour les périodes de sécheresse aussi, il permet de préserver le sol. Il permet de le garder bien humide, bien frais. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un paillage qui a une très bonne couvrance sur les sols, donc il laisse peu de mauvaises herbes s'intégrer dans les espaces où il est mis en place. Et les mauvaises herbes qui vont réussir à se développer sont très faciles à supprimer puisqu'elles ont moins d'enracinement dans le sol. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est un paillage qui a une durée de vie aussi qui est assez importante, due à, comme nous l'a présenté tout à l'heure Jean, la lignine. Il est composé d'une forte teneur de lignine et donc il se décompose pas trop rapidement. Il faut juste rajouter une épaisseur, bien sûr, une fois qu'on l'a mise en place. Tous les ans, il faut rajouter une petite couche de façon à conserver une épaisseur assez efficace contre les mauvaises herbes pour toujours avoir cette bonne couvrance et préserver le sol. Et il a tendance en plus, sur le long terme, à changer un peu de couleur. Il a tendance à grisonner un peu. Donc, c'est toujours bien de rajouter une petite couche pour garder cet aspect très clair qui met en valeur les végétaux. Et enfin, à sa décomposition, eh bien, il a tendance à bien enrichir le sol du fait de sa composition en cellulose. Il assouplit, il allège les sols, en fait. Donc, voilà pour le paillis horticole. Maintenant, on va passer aux litières pour les animaux. Donc, on peut utiliser le miscanthus lorsqu'il est dépoussiéré en litière. Enfin, nous, on préconise de le dépoussiérer parce que le miscanthus, c'est un élément qui est quand même très poussiéreux. Et pour le confort des animaux et même pour leur santé, il est préférable de le dépoussiérer avant de l'appliquer. Donc, c'est une litière donc 100% végétale, toujours sans produits phytosanitaires. Donc, ça, c'est parfait pour la santé de nos animaux. Donc, comme je vous ai dit, donc sans poussière, donc ça évite les troubles respiratoires. Et c'est une litière qui est très absorbante. Elle est 3 fois plus absorbante que de la paille, due pareil à sa composition intérieure qui est en cellulose et donc qui permet une bonne absorption des liquides. Elle est très drainante, donc ça c'est vraiment important pour le confort des animaux. On a de très très bons retours sur la litière de miscanthus dans différents domaines, que ce soit dans le monde équin, que ce soit pour les animaux domestiques, les volailles. Les gens sont vraiment très satisfaits. C'est une litière qui reste propre et saine pour leurs animaux. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de la litière équine parce que c'est vraiment une litière qui est intéressante pour les chevaux. Du fait qu'elle soit dépoussiérée, donc elle est recommandée pour les chevaux qui ont des problèmes d'emphysème qu'on peut avoir souvent avec la paille. Donc certains éleveurs vont faire le choix de mettre une litière qui soit dépoussiérée. Et donc chez le miscanthus, on a cet avantage-là. Le miscanthus, le fait de son absorption permet, donc, comme je vous l'ai dit, de conserver une certaine d'avoir une litière qui est assez sèche, qui reste assez sèche en surface.
Donc, elle est très drainante du fait qu'elle soit légère et elle permet donc d'éviter tout ce qui est maladie, les pathologies podales, par exemple, chez les chevaux, notamment la pourriture de la fourchette. Lorsque les chevaux sont sur des litières qui sont en permanence humides, ou qu'il y a des flaques d'urine, eh bien, il y a tendance à avoir cette pourriture de fourchette. Et donc, ça nécessite des soins par un vétérinaire, et donc c'est toujours problématique. Ça, c'est vraiment important pour le confort du cheval aussi. C'est une litière qui est non appétante, et ça aussi, c'est un élément très important pour les éleveurs dans le monde équin, parce que certains chevaux ont tendance à manger tout type de litière, et ça, c'est vraiment problématique. Ça peut leur provoquer des bouchons, enfin des troubles digestifs, et là aussi, donc ça nécessite une intervention d'un vétérinaire, donc c'est toujours problématique. On a une diminution de la formation d'ammoniac, toujours liée à l'absorption, en fait. Donc, quand vous avez une litière en paille, vous pouvez avoir des flaques d'urine. Et donc ça, il y a une formation d'ammoniac assez forte. Et donc, c'est embêtant pour le cheval parce que ça peut le faire tousser. Et pour ceux qui gèrent l'entretien des box, c'est toujours problématique d'avoir cette odeur d'ammoniac. Et enfin, c'est une litière qui reste propre plus longtemps. Le fait que elle est très absorbante, on a besoin de la curer beaucoup moins souvent dans les box. Donc ça, c'est vraiment un élément important pour les éleveurs. Donc confort de l'animal et donc, comme je disais, moins de travail pour l'éleveur. Donc tous les éléments que je viens de vous donner, c'est des éléments qui sont à pondérer, bien sûr, en fonction de l'environnement, du cheval, parce que vous avez des chevaux qui sont plus ou moins propres, et donc l'usage de la litière, elle peut être différente d'un cheval à un autre. Et également par rapport à l'entretien qui est fait, le sol dans le box, si c'est un sol béton, si c'est un sol en terre battue. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui rentrent dans les paramètres, et donc qui peuvent faire changer finalement certains points. Voilà, donc maintenant je vais vous parler aussi des débouchés de l'éco-construction. Donc on retrouve le miscanthus dans certains domaines. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réglementation pour le miscanthus, pour l'utilisation du miscanthus, donc ça reste quand même un marché de niche. Mais il y a quand même des choses qui sont faites autour du miscanthus pour l'éco-construction. Notamment, là, vous voyez, sur la photo, vous pouvez voir une isolation en vrac. C'est une isolation de comble. Donc, avant couverture, ils ont appliqué le miscanthus en vrac. Voilà, donc ça, c'était l'été dernier, justement. Enfin, voilà. Et après, là, vous avez en dessous une photo d'un particulier qui a isolé en méthode banchée avec un chaux miscanthus, donc qui est très satisfait de l'isolation de ses inhabitations, hein. Et donc il en est très content. La toiture en chaume de miscanthus, donc ça, c'est des méthodes qui sont utilisées à l'étranger, notamment au Japon. C'est une méthode ancestrale de toiture en chaume de miscanthus. Et donc là, on a un couvreur en fait qui est allé étudier ces méthodes de chaume de miscanthus au Japon et importe ces méthodes en France. Il y a eu un exemple qui a été fait à Rennes en toiture de chaume de miscanthus. Ensuite, vous avez des panneaux d'isolation qui sont fabriqués à base de miscanthus dans une entreprise du Morbihan. La société s'appelle Kelly Gemren et donc ils réalisent ces panneaux pour isoler des bâtiments ou des habitations. Et enfin, vous avez en dernière photographie la brique de miscanthus. C'est une étude qui a été menée pour tester la résistance de la tige de miscanthus dans ces briques, pour voir si ces briques pouvaient servir pour des habitations. Enfin voilà, c'est des tests qui sont faits. Et donc cette étude, cette source, vous pouvez la trouver en fait. Donc le document, il s'appelle Sur les traces d'une nouvelle filière dans le secteur du bâtiment, le miscanthus, et c'est une étude qui a été faite par Marie Rondin. Donc, c'est un document que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Voilà, donc le miscanthus est bien plus qu'une simple plante, c'est une ressource renouvelable.
aux multiples facettes qui s'inscrit pleinement dans l'économie verte et circulaire. Voilà, je vous remercie. Merci Erwan. Alors, je vois qu'il y a eu pas mal de questions là dans la conversation. Alors, il y a eu pas mal de réponses aussi. On peut peut-être faire J'allais une dire, il y a eu petite... beaucoup de réponses, ouais. Je crois Ouais, que Bah, peut-être, beaucoup de gens ont Agnès, tu veux répondu à faire une tout. petite synthèse de ce qui a été abordé pour ceux qui n'auraient Non, pas mais vu oui, la... il y a eu les questions concernant l'utilisation. Par exemple, tu as parlé du paillage horticole, mais la question était est-ce que ça marche aussi au potager? Il y a eu beaucoup aussi de questions par rapport à la litière pour l'élevage enfin, de chevaux que tu as présenté, sur bah, voilà, à quelle fréquence il faut changer la litière, comparé à la litière à base de chanvre, voilà, comment est-ce que c'est pris? En vrai, les réponses, ça dépend de la conduite de l'élevage. Que le miscanthus semble plus durable que le chanvre, mais un peu moins absorbant et moins cher. Tu peux compléter, hein, Erwan, si tu as besoin. Non, c'est tout à Euh, fait, c'est bon. C'est, ça dépend, oui, voilà, vraiment de la conduite de l'élevage, comme ça a été dit. Et puis, enfin, et effectivement, le chanvre est 5 fois plus absorbant, donc que la paille. Toujours pour comparer. Toujours pour comparer avec la paille, en fait, on disait tout à l'heure, le miscanthus est 3 fois plus absorbant et donc le chanvre est encore supérieur au miscanthus en termes d'absorption. Voilà. Après, c'est en termes de coût, c'est des litières qui peuvent. Enfin, le chanvre généralement est plus cher en utilisation de litière. ok. Ben, du coup, il y a une dernière question qui est arrivée là, qui était, est-ce qu'il y a une comparaison de coûts disponibles en litière et en paillage par rapport à de la paille? Ça dépend en fait si c'est de la paille en vrac, si c'est de la paille dépoussiérée. Enfin, ça dépend sous quelle forme se trouve la paille, quoi. Il y a une dernière question. Vous fournissez aussi du chanvre, paraît-il, depuis peu, au niveau de Jean Miscanthus. Oui, tout à fait. Si tu confirmes. On a intégré le chanvre parce que le chanvre est plus connu, notamment dans le domaine de l'éco-construction. Et en fait, le but aussi, c'est de faire découvrir le miscanthus à côté. Donc, ça permet de toucher une autre clientèle qui est plus habituée, qui connaît mieux le chanvre. Voilà, de faire vraiment découvrir les deux ressources, quoi. On a Benjamin qui a mis le lien, pour ceux que ça intéresserait, vers une étude de la Chambre d'agriculture 64 concernant la comparaison des coûts disponibles en litière et paillage. Voilà. Donc apparemment, il y aurait quelques références, ou en tout cas une étude qui a été menée. On a un petit peu de temps, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'en vois pas arriver. Après, n'hésitez pas à lever la main si je peux aussi vous donner la parole. Non, bah écoute, il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, je pense qu'on aura un petit temps enfin s'il y a d'autres questions qui vous viennent. Ah, si, une question qui arrive, plusieurs. J'aurais pas dû dire qu'on avait du temps en fait. Le gel est une bonne chose pour la culture du miscanthus. Point d'interrogation. Oui, c'est une bonne chose. Ça permet de sécher les tiges, en fait, donc ça le rend vraiment sec plus rapidement, en fait. Ouais. Jean, tu vas intervenir, tu peux, je vais. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Donc oui, le gel pour moi est assez important. Les années où il n'y a pas de gel, en fait, le miscanthus sort un peu de l'hiver avec la base des tiges un peu verte et ça rajoute de l'humidité dans un hangar et de ça. Donc le gel est une chose importante. Ça casse les cellules, et ça sèche le miscanthus. Donc oui, le gel est une bonne chose. Merci, Jean. Alors, il y a deux autres questions. Oh, c'est moi qui ai un écho maintenant. Le prix de vente pour la construction est-il attractif pour les agriculteurs? Oui. Pour les agriculteurs? Oui, enfin pour les producteurs, j'imagine. Pour la construction, ça dépend comment vous le vendez en fait aussi. C'est toujours pareil. Si vous le vendez en vrac,
c'est les prix du vrac. Et puis après, si vous le dépoussiérez et tout ça, ce qui est mieux pour la construction, voilà, l'agriculteur s'y retrouve mieux. Hein. Ok, merci Jean. Alors, j'aimerais revenir sur le fait que ce soit une hybride. Pourquoi? Quelle est la différence avec la plante originale, entre guillemets? La plante originale, comme toutes les plantes, se ressème avec des graines. Et en fait, ils ont créé cette variété qui est, je pense, qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus productive en rendement que les variétés classiques de Miscanthus sinensis qui existent au Japon et un peu partout. Et en fait, donc ils ont créé cette variété qui est beaucoup plus productive et surtout qui ne se multiplie pas, dont les graines sont stériles. Et ce qui est important pour pas avoir des plantes invasives, pour pas avoir des plantes invasives en fait. C'est ça. Ok. Et puis, je prends une petite dernière question. Y a-t-il une réglementation concernant la mise en place de cette culture sur des zones humides? Pas que je sache, mais mes parcelles sont assez humides pour la plupart et j'ai pas été embêté là-dessus. Après, des zones humides comme vraiment des marais, je ne sais pas, mais de toute manière, je pense pas que ça se plairait non plus dans un endroit totalement détrempé. Mais moi, mes parcelles, je vous dis, sont presque toutes sur les bords de la rivière, avec des débordements réguliers de la rivière qui est dans les parcelles. Il y a ma grande parcelle de 12 hectares. Je pense que dans les années très humides où ça déborde beaucoup, je pense qu'il y a la moitié de la parcelle qui est sous l'eau, mais sous 50 cm d'eau, ouais, quelque chose comme ça. Ça ne dure jamais très longtemps. Mais, euh, et donc, ça marche très bien en milieu humide. Voilà. Faut pas que ce soit trop humide non plus. Il faut pas qu'il soit les pieds dans l'eau toute l'année. Super, merci Jean. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est de passer à l'intervention de Benjamin, s'il n'y a pas d'autres questions. Je veux bien, Erwan, que tu départages ton écran, puisque vous l'avez bien compris, là, je pense, avec l'intervention de Jean et Erwan, que pour que la culture s'ancre durablement et qu'on puisse bénéficier, pardon, de ces services, on va dire aussi qu'elle rend, que ce soit les services écosystémiques ou économiques, eh ben, il faut réussir à développer des débouchés pour sécuriser cette production. Et comme vous l'avez montré avec votre retour d'expérience à Jean-Miscanthus, vous avez fait le choix de la transformation et de la commercialisation en direct. Et là, je vais laisser Benjamin se présenter et puis nous parler aussi des enjeux de la structuration de filières locales à l'échelle des territoires autour du Miscanthus, et notamment pour des agriculteurs qui n'auraient que quelques hectares aussi, où peut-être que le circuit de commercialisation en direct est moins évident. Je te laisse partager ton écran, Benjamin. C'est bon, est-ce que vous voyez? C'est parfait de mon côté. Super. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Sandra. Merci aux équipes de Jean Zé là, pour l'introduction et pour le fort nombre d'informations sur cette culture. Donc, je vais essayer de ne pas être redondant. Donc, moi, qui je suis ingénieur de l'école de Purpan. Je suis basé à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. J'ai passé 10 ans au sein de la filière fruits et légumes, avec notamment le développement de la filière bio pour une union de coopératives. Et en 2022, j'ai créé la société Relocalien avec pour but principal de s'intéresser à des cultures un peu innovantes ou de niche qui échappent un petit peu à l'intérêt de certaines coopératives ou de groupes, au service notamment des agriculteurs dans la recherche de diversification. Donc, mon rôle là-dedans, il est un peu d'être un interface entre les industriels ou les collectivités qui sont utilisateurs de ressources agricoles à divers niveaux et dans le même temps d'apporter du coup sur les territoires des opportunités aux agriculteurs qui voudraient se diversifier. Donc, mon travail il consiste à plusieurs étapes. D'abord, d'être en veille permanente sur les opportunités de certains territoires et ensuite de proposer des études de faisabilité à destination des utilisateurs des ressources agricoles, qui peuvent être industriels ou collectivités, et de contribuer à la création des filières territorialisées qui répondront à ces besoins. Et in fine, si le besoin et la gouvernance établie dans cette filière nécessitent encore de l'animation et de la gestion, c'est quelque chose que je peux aussi réaliser en fonction des diverses filières que l'on créera. Donc, depuis 2022, j'ai observé pas mal de cultures et c'est vrai que la première qui est venue, c'est le Miscanthus et tous ses intérêts qui ont été présentés précédemment. Donc,
Juste, je vais remonter un petit peu la focale sur la filière Miscanthus, qui est une filière dont on entend beaucoup parler, mais qui reste une filière en développement. C'est encore une niche et les besoins sont en train de se structurer, en commençant par des chiffres issus de France Miscanthus, qui est qu'en 2024, il y avait 130 000 tonnes de production. Ça correspond à 11 000 hectares cultivés en France. Ça reste une filière de niche, comme je le disais, mais en progression à deux chiffres chaque année, ce qui montre l'intérêt à la fois côté agriculteur, mais côté usager, on le verra sur la commercialisation, de planter du miscanthus, avec un nombre d'exploitations qui augmente également. Et après, je pense que sur les rendements, ça reste discutable parce que les rendements, comme l'a dit Jean tout à l'heure, c'est assez différent en fonction des contextes à la fois climatiques, d'implantation, mais également de qualité des rhizomes implantés. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui viennent influencer ces rendements et on observe malgré tout une moyenne à 10 tonnes hectares. Dans le sud-ouest où je suis placé, ça va entre 10 et 15 tonnes hectares. Ça, ce sont les surfaces départementales en 2024 également, issues de France Miscanthus. Le Miscanthus, c'est une culture qui vient plutôt du nord de la France, avec des fortes plantations dans le nord et sur la région nord-ouest, avec des dynamiques de plantation que l'on voit émerger toujours sur la partie ouest, mais aussi dans le sud-ouest de la France, notamment les Landes et Pyrénées-Atlantiques. Pour parler de choses que je connais, il y a quand même un réel développement qui est poussé par des initiatives de chambres d'agriculture qui donnent beaucoup d'informations. Et plus on donne d'informations du coup aux agriculteurs de la zone, plus ils se sentent à l'aise d'aller vers ces nouvelles cultures qui restent des cultures, comme je disais, de niche, et donc avec pas mal d'incertitudes sur la connaissance de ces cultures. Donc notamment sur le 40, enfin sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, vous avez la Chambre d'agriculture qui est très dynamique et moteur et qui du coup arrive à donner un réel intérêt sur cette culture, ajouter à cela des intérêts de débouchés sur ces zones-là. Donc le miscanthus, on va finir de dire que c'est une super espèce, c'est un réel acteur des transitions au niveau agroécologique, donc c'est une culture de diversification, bas niveau d'intrants, comme l'ont dit les amis de Jean des miscanthus. Ça limite l'érosion, en effet, c'est une culture pérenne, donc mis à part les opérations de plantation derrière, on a peu d'opérations culturales ou pas d'opérations culturales. C'est une culture qui a vu pas mal d'intérêt sur la protection des aires d'alimentation de captage, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intervention de produits phytosanitaires. Et elle séquestre du carbone à tel point qu'elle rentre dans la version 2 du label bas carbone, ce qui peut être intéressant pour tous les projets collectifs de comptabilité carbone. Notamment par le fait que là, maintenant, quand on va planter du miscanthus, on va pouvoir comptabiliser les tonnes de carbone séquestrées. Elle a un intérêt aussi sur la transition énergétique, car comme l'a dit Erwan, on peut faire de la combustion, donc participer à des projets de chaufferie collective. Et également, elle contribue à la résilience de l'agriculture parce que dans divers cas d'agriculteurs, mettre un pourcentage de miscanthus permet à la fois de libérer du temps de travail, de valoriser certaines terres marginales ou un peu éloignées de l'exploitation, et dans le cas de débouchés un peu sécurisés, d'assurer une réelle sécurisation de revenus et se concentrer sur le reste de l'exploitation. Mais tout ça, ça n'a de sens que si on a identifié des débouchés en construction ou construits. Quand je dis en construction, l'intérêt c'est que ça reste une plante qui ne produit pas la première année. Donc quand on lance un projet de miscanthus, on a 2 ans avant d'avoir une vraie première récolte. Et donc on a 2 ans pour vraiment se structurer ses projets de débouchés et ses projets commerciaux. Les débouchés, on y revient un petit peu de manière macro. Vous avez la comparaison issue pareil France Miscanthus des débouchés entre 2014 qui sont les bâtonnets de gauche à 2024 qui sont les bâtonnets de droite. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a des débouchés qui évoluent à différentes vitesses. Premier constat, en 2014, le miscanthus c'était principalement pour de la combustion.
Donc c'était des projets très ficelés, à la fois avec des collectivités et des agriculteurs, pour des projets de chaufferie. Et petit à petit, on va dire qu'on a eu une inversion des répartitions avec un réel développement à destination de la litière animale, principalement pour de l'autoconsommation qui débouchait aussi petit à petit sur de la vente locale, parce que force est de constater que la litière de Miscanthus, comme l'a dit Erwan, il y a beaucoup d'avantages. Et du coup, désormais, il y a de l'autoconsommation et pas mal de ventes à des voisins, et puis petit à petit un peu plus loin. Avec le bémol que, on l'a dit un petit peu, le miscanthus, c'est une plante qui est, euh, qui est peu dense. Donc, dès qu'elle va faire du transport, on va y ajouter des coûts logistiques qui deviennent, à partir d'une certaine distance, un peu complexes pour sa compétitivité. Il y a des opportunités de marché pardon, sur le paillage horticole. Erwan en a parlé, mais qui nécessitent quand même une force et un développement commercial, parce que pour aller parler à des collectivités, des jardineries, des pépiniéristes, quand on est un agriculteur, il faut y allouer le temps nécessaire. Euh, et ensuite, il y a comme je vous l'ai dit au départ, une réduction de la part des débouchés de combustion qui nécessite en fait souvent des actions collectives, des relais à la fois politiques, à la fois dans les instances qui sont parfois longs à mettre en place et complexes. Et sur certains territoires, des nouvelles opportunités qui sont à venir, qui nécessitent quand même pas mal de veille et d'accompagnement. Aujourd'hui, le miscanthus, on en a parlé sur les premiers débouchés, mais demain, toutes les nouvelles industries qui vont manger, entre guillemets, du bois ou d'autres espèces ligneuses peuvent aussi accueillir du miscanthus. Je pense par exemple aux carburants de seconde génération centrés sur de la ressource bois déchets ou bois primaire, qui peuvent aussi avoir un intérêt à prendre du miscanthus. Donc ça nécessite malgré tout de bien cibler pas mal avant un projet de miscanthus les enjeux de son territoire. Est-ce qu'on le fait de manière individuelle? Est-ce qu'on le fait en collectif? Qui nous accompagne? Comment on structure? C'est des questions à bien se poser avant de planter un hectare de miscanthus. Donc je voulais vous présenter 3 exemples parmi d'autres de démarches de production de miscanthus que j'ai pu observer. Donc la première, c'est du miscanthus comme alternative à la paille pour des agriculteurs qui sont souvent dépendants d'achats de paille et qui décident d'allouer certaines surfaces, souvent inférieures à 10 hectares pour leur autoconsommation. Et ensuite, en cas de production excédentaire par rapport à leurs besoins, de développer des opportunités locales de valorisation. Et ensuite, vous avez le miscanthus comme un réel levier de valeur. Ça, c'est l'exemple parfait, c'est Janzé miscanthus. C'est de se dire, on décide que le miscanthus est une activité à part entière. On décide qu'on y met les moyens matériels et humains. Et donc, on va aller chercher demain dès aujourd'hui des marchés à plus forte valeur ajoutée. Donc, quand on va parler à des pépiniéristes en vendant du ballot compressé dépoussiéré, bah, l'agriculteur est mieux rémunéré que quand il vend un camion complet de vrac. Donc, ça nécessite des investissements, ça nécessite beaucoup d'implications commerciales. Le Janzé s'en donne les moyens, par exemple. Donc ça, c'est un autre exemple. Et après, comme je vous disais, des projets plutôt collectifs, avec notamment des surfaces un peu consolidées à destination de projets de chaufferie. Ça, c'est un peu les projets historiques de plantation de miscanthus. Pour ma part, du coup, je voulais vous donner un exemple d'action que je réalise actuellement. C'est après 18 mois, comme je vous disais que c'était un peu long parfois, après 18 mois d'échanges avec le département Tarn-et-Garonne, il a été validé le fait d'installer une chaudière polycombustible pour un collège situé à Beaumont-de-Lomagne. Et ce collège, l'intérêt principal, c'est que il est dans une zone très agricole. Et au-delà de ça, dans une zone que vous voyez en rouge, qui est sur une aire d'alimentation de captage qui tend à être très restrictive parce que très polluée. Et donc, l'idée est de planter du miscanthus sur cette aire d'alimentation de captage et de créer un circuit ultra court de production et d'utilisation du miscanthus pour cette chaufferie. Donc finalement, ce qu'on a réalisé, c'est des réunions producteurs
On est allé voir des parcelles de miscanthus et on va aboutir à la plantation d'une vingtaine d'hectares de miscanthus en 2026, pardon, pour produire en 2028 déjà une partie des besoins de la chaufferie et en 2029 un peu plus pour ensuite passer au tout miscanthus. Donc, quand on construit ces démarches, les finalités, elles sont multiples, les intérêts ils sont multiples. C'est pour la collectivité, au niveau environnemental, on sort du fioul, on est moins dépendant. Au niveau du territoire, on protège la ressource en eau. Au niveau social, on a quand même une fierté locale, un agriculteur qui produit du miscanthus et qui va faire 5 km pour ensuite livrer dans le silo le miscanthus pour la chaufferie du collège, c'est une certaine fierté. On est en capacité aussi de travailler avec les jeunes pour qu'ils viennent voir en fait comment est produit le combustible de leur collège. On a un réel intérêt aussi pour certains territoires qui sont éloignés des forêts et des ressources forestières, d'une autonomie énergétique. On fait on fait moins de transport de matière. On est sur une dynamique qui est collective, en circuit court, même ultra court, on va dire. Et derrière, au niveau économique, forcément, ça se ressent. On réduit le coût énergétique, on sécurise les agriculteurs au niveau contractuel sur plusieurs années et on leur permet de diversifier leurs revenus. Donc ça, c'était un exemple que je voulais vous présenter parmi d'autres. Mais l'intérêt réellement du miscanthus, c'est de se dire, est-ce qu'on est en capacité de le consommer soi-même ou on est en capacité d'avoir une réelle démarche commerciale seule ou accompagnée, ou on a sécurisé une filière pour un besoin qui est bien identifié. Voilà, je me tiens disponible pour les questions. Je vous partage mon contact. Et voilà. Merci Benjamin. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions dans le chat, mais il y en a une quand même. À propos des chaudières biomasse, quelqu'un en Bretagne a-t-il déjà expérimenté? Je ne sais pas si Benjamin, toi, tu aurais l'info ou si quelqu'un dans... Nous, J'ai dit à Noémie de demander ça. je ne sais pas si vous m'entendez. Là, c'est bon. Ouais, on t'entend, Jean. Nous, on a essayé. On a essayé, on a une chaudière biomasse et on était en bois déchiqueté. Et puis, comme j'avais du miscanthus, on a essayé le miscanthus. Mais j'ai dit tout à l'heure, en fait, on a arrêté au bout d'un an parce qu'en fait, je trouvais que ça abîmait beaucoup les tuyaux, les tuyaux d'évacuation là. Et ça piquait beaucoup et ça produit pas mal de mâchefers. Et puis, je ne sais plus, il y avait une autre raison, mais qui ne me revient pas maintenant. Mais en tout cas, si, aussi, une autre chose aussi, c'est qu'en fait, finalement, aujourd'hui, le bois déchiqueté revient quand même moins cher même en vrac que le miscanthus. Il y a quelques années, c'est à peu près le même prix, mais aujourd'hui, le miscanthus a un peu augmenté et il est plus cher que le bois déchiqueté, qui est finalement un peu qui brûle plus facilement, même s'il est peut-être un peu plus dur à rentrer dans les chaudières, en fait. Voilà. Ok, merci Jean. Eh ben, du coup, ça a amené plein d'autres questions. Du coup, alors une question, avez-vous des éléments économiques, notamment la marge à l'hectare? Alors là, j'imagine que entre l'approche filière ou l'approche valorisation directe, je ne sais pas, peut-être que vous allez pouvoir répondre à deux voix, Benjamin et Jean. Effectivement, c'est très très différent selon comment on le valorise. En fait, peut-être plus maintenant la plupart, mais il y a un certain temps, la plupart des gens qui avaient des parcelles de miscanthus, c'était pas forcément des agriculteurs non plus, mais c'était des gens qui voulaient garder la main sur leur terre, et souvent des chasseurs qui avaient un terrain où ils voulaient mettre du miscanthus et en récupérer un peu de valeur. Alors quand c'est comme ça, et si vous le vendez en vrac à la sortie sur pied en vrac, donc vous ne vous occupez de rien, il n'est pas payé bien cher. Mais en tout cas, il n'y a aucune intervention de votre part. Et si vous êtes normalement, en ce moment, il est payé de 55 à 70 € la tonne sur pied dans le champ. Donc en fait, si vous ne vous occupez de rien, si vous avez 10 tonnes, si vous avez des mauvaises terres, vous avez 10 tonnes, vous le vendez 55 ou 70 € la tonne.
Le calcul est vite fait parce que vous n'avez strictement rien à faire. C'est celui qui vous l'achète qui fait tout, la récolte et tout ça. Et par contre, si vous vous occupez de la récolte, si vous le stockez, à ce moment-là, vous pouvez le vendre déjà aujourd'hui. Maintenant, j'entends parler des prix de 200 € la tonne en vrac. Donc, et pas livré. Donc, effectivement, il y a beaucoup de. Ça dépend ce que vous en faites directement. On peut faire une forme de simulation, en fait, pas mal de filières, pas mal de cas concrets ont été documentés sur un prix d'achat contractualisé entre des agris et des collectivités à 130 € tonne à l'achat, dans le passé, hein, on n'est pas sur des prix actuels. Si on part du principe qu'ils font 11 tonnes hectares et qu'on regarde un petit peu ce qu'ils ont, les opérations culturelles de départ et les coûts de récolte, ça nous donne des marges lissées sur 20 ans à peu près à 600 € hectare. Mais ça, on va dire, c'est le degré 100% de ma production est en vrac, contractualisé à 130 € tonne pendant, on va dire, 12 à 15 ans, quoi. Et en fait, c'est tout l'intérêt d'aller chercher des leviers de valeur, notamment en trouvant d'autres marchés. Parce que en termes de valorisation, je parle sous le contrôle d'Erwan et de Jean, vendre sur de la litière ou sur une chaufferie, c'est le bas de la valo. C'est exactement ça. Aujourd'hui, moi, je pourrais pas vivre si je vendais sur un produit entre 300 et 400 tonnes hectares, comme ça. Moi, c'est le début, ça fait 2-3 ans qu'on y est. Mais aujourd'hui, avec 300 tonnes hectares, si je le vendais en vrac, je ne gagnerais pas ma vie. Voilà. Donc, il faut le transformer et puis il faut y ajouter une valeur pour pouvoir augmenter un peu les marges. Mais non, ça prend du travail quand même. Ok, merci. Alors là, peut-être une question pour Benjamin, pour le collège. Donc, dans l'exemple que tu as évoqué, il faut quelle surface, par exemple, pour alimenter la chaufferie? Donc, celui qui a mis en place la chaudière a estimé le besoin à 100 tonnes annuelles. Donc, en fait, on part sur 10 hectares directement utilisables dans un cas d'année à peu près normale. On a pris un peu de marge de manœuvre avec les agriculteurs pour aller à 15 hectares en cas d'année très sèche, où on produit que 6-7 tonnes hectares, ce qui peut arriver, hein, dans ce qui est arrivé en sécheresse 2022 dans le Lot notamment. Quand on n'irrigue pas, on s'expose à ça. On est même allé encore plus loin, comme je vous disais, il y a à peu près 25 hectares. Pourquoi? Parce que il y a un réel intérêt des agriculteurs de cette zone-là de se dire on va faire peut-être une dynamique locale, travailler avec un éleveur ou deux, et petit à petit développer un peu autour de ce réseau d'agriculteurs et des autres débouchés. Ok, merci Benjamin. Alors là, c'est une question, pas question, je peux peut-être y répondre, mais vous allez confirmer, Benjamin, Jean et Erwan. Donc, de nombreux chiffres très intéressants dans votre argumentaire apportés auprès de mes agriculteurs. Pouvez-vous repartager votre PowerPoint ou bien est-ce qu'on trouve la plupart de ces données arguments sur France Miscanthus? Donc, j'y réponds en premier, c'est que dans tous les cas, suite à ce webinaire, le compte-rendu intégrera les présentations PowerPoint, mais peut-être que, Benjamin, tu peux compléter sur des chiffres sur France Miscanthus ou autre, je ne sais pas, peut-être des ressources. Ouais. Il y a des données sur France Miscanthus qui est désormais interprofession et qui s'est structurée pour produire ces données. Ensuite, il y a quand même pas mal de recherches à réaliser sur les chambres d'agriculture. Moi, dans ma zone, la Dordogne, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, on produit déjà des docs. Donc, je vous invite à aller regarder de ce côté-là. Mais après, oui, comme l'a dit Sandra, mon PowerPoint sera disponible. Merci. Alors, pour susciter l'intérêt de pépiniéristes de collectivités ou de jardinerie, est-ce que vous leur proposez des essais, des visites? Donc là, j'imagine que ça s'adresse à vous tous. Ouais, peut-être Erwan et Jean, peut-être. Oui, très souvent, comme les gens ne connaissent pas, effectivement, enfin, on donne facilement des échantillons, un peu plus que ça même, pour faire des essais. Ouais. C'est pas, les retours ne sont pas toujours positifs. Il y a des moments c'est un peu trop gros, il y a des moments c'est un peu trop, il y a des moments c'est un peu trop cher. Il y a des moments, enfin, par exemple, les pépiniéristes, souvent les horticulteurs, ils veulent mettre ça dans leur pot. Alors, ça dépend comment il est calibré. S'ils veulent du calibre très fin, donc vous pouvez l'avoir trop grand, à ce moment-là, ça marche pas. Enfin. Et puis souvent, c'est le prix qui gêne un peu.
Ok. Alors là, c'est une question, je pense, plus pour Benjamin. Comment s'est fait la contractualisation en convention directe? Alors j'imagine que c'est dans le cadre de l'exemple que tu as Du donné. collège, ouais. Ouais, je En- pense. C'est encore en construction. Aujourd'hui, les agriculteurs sont partis sur une base de l'aide d'intention de la part du département. L'aide d'intention qui peut, en toute conscience, hein, ne pas être respectée. Mais on était obligé d'avancer dans ce cadre-là. Et ensuite, on est en train d'étudier la possibilité de travailler sur un volet marché innovant. Pour passer un peu outre les appels d'offres. Mais ça, c'est en construction dans la mesure où le volume d'affaires de 100 tonnes de miscanthus annuel ne dépasse pas un certain seuil. On essaye de voir les autres voies qui permettent de simplifier cette contractualisation. Ok, merci. On a évoqué le stockage du miscanthus, là, qui était un petit peu complexe, enfin, notamment le transport, mais il y a aussi la question du stockage. Quelle est la taille de bâtiment nécessaire, superficie au sol, pour stocker la production d'un hectare de miscanthus? Les gens y ont répondu un petit peu dans le chat. Ouais, je pense. En général, il faut partir sur 120 à 140 km3. C'est ce qui est un peu documenté. Jean, c'est à peu près ça sur quoi tu te bases? Ouais, nous on est plutôt à 150 parce qu'il est coupé plutôt fin. Mm. Mais effectivement, c'est ça. Donc, ça fait 6-7 mètres cubes pour une tonne. Et donc, si vous avez des productions à 10 tonnes par hectare, ça fait 60-70 mètres cubes. Si vous avez 15, ça fait plutôt 100 mètres cubes. Ouais. Mm. Et puis comme c'est stocké en vrac, il faut monter jusqu'à 3 mètres à peu près. Et on a la surface au sol à peu près. Voilà, il pouvait monter plus. Et après, normalement, s'il a moins de 15% d'humidité, il ne bouge pas. Sauf, mais j'ai remarqué quand même qu'il y a des tas, il y a une hauteur hein, qui commence à être un peu problématique. Ou même quand il est sec, il commence un petit peu il chauffe un peu, il fermente un tout petit peu. Pas longtemps, mais un petit peu. Et donc, à partir de tas de 4 mètres de hauteur, il faut être bien sûr qu'il soit bien sec. Mm. Voilà. Et le surveiller. Parce que moi, tous les ans, j'ai eu la mauvaise surprise. La première année, en plus, j'en avais rentré beaucoup trop dans mon hangar et avec des tas qui faisaient 5 mètres. Et je l'ai retourné pendant 3 mois. Et ça m'a un peu traumatisé parce que retourner, j'avais 2500 mètres cubes dans mon hangar. Retourner 2500 mètres cubes de paille avec un télescopique, au bout d'un moment, c'est fatigant. Ouais. On veut bien le croire. Et pas mal de projets d'agriculteurs sont souvent adossés à la réalisation d'un hangar photovoltaïque avec une dalle béton. Le mieux, c'est d'avoir une dalle béton hein, pour gérer ça. Il faut absolument même. Mm. Ouais. Parce que l'humidité remonte par le sol aussi. Et même si vous avez un hangar qui a l'air bien sec, si c'est de la terre battue, vous aurez les 20, 25, 30 premiers centimètres qui vont sentir l'humidité et qui ne sont pas très, 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 très vendables. Ouais. Okay. Question. Au niveau de Janzé Miscanthus, cherchez-vous des producteurs? Alors, pour l'instant, jusqu'à cette année, on avait ce qu'il fallait, parce que j'en ai pas assez sur ma ferme. Déjà, j'en achète sur pied à quelques voisins. Mais là, je commence à avoir des parcelles qui sont en pleine maturité, donc ils vont me donner un peu plus. Mais effectivement, on grossit pas mal cette année. Et que pour l'année prochaine, je pense avoir besoin d'un peu plus que ce que j'ai maintenant. J'espère mettre dans mon garage 500 tonnes. Voilà. 500 tonnes, j'espère. Il faut les vendre après, c'est ça. Mais normalement, c'est bien parti. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bah, profitez-en. Enfin, oui, vas-y, Jean. Si je peux me permettre, alors on cherche des producteurs, mais on cherche des producteurs à moins de 30 km en fait. Ou alors qui peuvent. En fait, il y a deux choses. Ou bien le producteur a un stockage et à ce moment-là, c'est relativement facile de le réintégrer avec des camions en fond mouvant. Mais si le producteur n'a pas de stockage, ça veut dire qu'il faut l'intégrer directement dans notre hangar. Et à ce moment-là, les coûts de transport en remorque agricole sont tels qu'au-delà de 30 km, ça fait revenir le miscanthus beaucoup, beaucoup trop cher. Voilà. Tu fais bien de le préciser, effectivement. Alors, il y a une nouvelle question. Existe-t-il des limites réglementaires à la conversion de terres agricoles à la production énergétique?
Pas que je sache. Non. Il y a, je vais vous donner un exemple très concret. Sur le sud-ouest de la France, vous allez avoir des usines qui vont produire du carburant d'aviation durable. Et ces usines-là sont soumises à des exigences de durabilité. Donc là, la réglementation qui fait foi pour eux, c'est la directive RED, RED 2 qui passe en RED 3. Et en fait, le seul critère aujourd'hui existant dans cette exigence de durabilité, c'est que les parcelles n'étaient pas des forêts, des parcelles forestières ou des parcelles non cultivées euh, à partir de 2008. C'est-à-dire que si à partir de 2008, vous aviez, en 2009, sur une parcelle, vous aviez du maïs, bah, c'est considéré acceptable de la passer en biomasse à destination de ce type de projet. Par contre, si en 2009, c'était encore de la forêt, ce n'est pas acceptable. Donc ça, c'est la première exigence. Et pour faire face à ces questions, des cellules biomasse départementales issues des préfectures sont mobilisées pour fixer des cadres réglementaires et c'est en cours. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de conclusion. Euh, mais il n'y a rien d'écrit pour l'instant. En effet, la gouvernance de la biomasse au niveau national et au niveau territorial, c'est un gros enjeu parce que le projet du sud de la France sur le carburant c'en est un, mais vous en avez des projets qui vont utiliser de la biomasse, des dizaines en France. Voilà. C'est pas des plus de 50. Merci Benjamin. S'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, on arrive à la fin de notre cycle de webinaire. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question, j'attends encore une minute. Ou sinon, vous pouvez lever la main aussi, hein, si c'est plus réactif. Non, ce que je vous propose, c'est déjà de vous remercier tous pour la richesse des échanges et puis surtout un grand merci à nos intervenants pour leur éclairage. Avant de nous quitter, alors je vais repartager mon écran. Hop, juste quelques secondes. Tac. Pour vous rappeler notre prochain rendez-vous qui aura lieu le 9 décembre de 11 h à 12 h 30. Et cette fois-ci, vous pourrez découvrir le retour d'expérience d'une démarche collective autour du chanvre. Donc, ce sera le dernier rendez-vous de ce cycle de webinaire consacré à ces deux super Miss. Et pour préparer dès maintenant les prochains rendez-vous, alors je vais vous demander si vous le souhaitez de peut-être mettre une note de 0 à 5 dans le chat pour nous permettre d'évaluer votre niveau de satisfaction vis-à-vis de cet événement pour ceux qui sont encore présents avec nous. Et puis une dernière chose, n'hésitez pas à nous indiquer dans le chat les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées en 2026, parce que si vous avez des besoins, des idées, ça peut nous permettre de nourrir notre prochaine programmation à venir de ces rendez-vous R&D. Et puis encore un très très grand merci à nos intervenants. Merci Benjamin, merci Jean, merci Erwan, voilà, d'avoir accepté cette mission et de partager vos expériences. Et merci à vous d'avoir organisé ça, c'est bien de faire connaître cette belle plante, cette bonne plante. Merci à tous, très bon appétit. Merci beaucoup.